Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azure TV, vous le savez, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan qui nous accueille comme à chaque fois dans sa sublime bibliothèque ici au Palais de justice de Draguignan. Nous allons évoquer dans ce nouveau rendez-vous un thème important qui vous concerne finalement, qui concerne un maximum de Français et donc de Maralpin et de Varois, celui du droit fiscal. Et pour en parler, Maître Laurence Guilbault, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, c'est vrai que quand on parle de droit fiscal, on imagine tout de suite les impôts, le détournement d'argent, la fraude fiscale, mais c'est une matière du droit beaucoup plus terre à terre que ça, avec des conseils qu'on peut donner à tout un chacun. Vous allez nous dire d'ailleurs dans quel cas on fait appel à un avocat fiscaliste. On parlera aussi des risques en matière de fraude fiscale, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité. Puis on parlera des successions aussi, parce qu'on peut anticiper une donation d'argent, une donation de biens immobiliers. Et ça, c'est important à savoir, parce que quand on se retrouve face à une situation de succession, on peut être un petit peu surpris par ce qui nous attend. On évoquera aussi les contentieux qu'on peut avoir avec l'administration fiscale. Première question, Maître, question assez simple. Dans quel cas un simple citoyen comme moi peut faire appel à un avocat fiscaliste ? En fait, dans un petit peu plusieurs domaines, parce qu'on peut intervenir à la fois en tant que conseil à titre préventif, et également au titre d'un contentieux qu'on a avec l'administration fiscale, et également dans le cadre de négociations. Donc c'est vrai que le côté préventif, c'est plus dans l'hypothèse effectivement d'une transmission d'entreprise ou effectivement de donation, transmission du patrimoine. C'est-à-dire qu'à la fois, on couvre à la fois le contribuable au titre privé, sur son patrimoine privé, et à la fois le contribuable au niveau professionnel. Donc c'est vrai que la prévention, on l'a à tous les niveaux. Ça peut être au cours de la vie de l'entreprise, au cours de la vie du contribuable, mais également quand il y a un souci. Donc c'est vrai que la négociation et l'intervention, il vaut mieux prendre attache auprès d'un conseil à ce niveau-là. Est-ce que vous diriez que, à la fois pour les entrepreneurs, pour les citoyens, le principal problème, c'est la méconnaissance des risques ou la méconnaissance d'une situation qu'on traiterait un petit peu à la légère quand on a à payer ses impôts, quand on se retrouve face à une situation qui est gérée par l'administration fiscale? Cette inconséquence, cette légèreté qu'on peut avoir, qui peut avoir des conséquences, là pour le coup, pas dramatiques, mais en tout cas importantes au niveau financier. Disons que je dirais que cette légèreté, elle existe avant que vous receviez un petit papier de l'administration fiscale. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a reçu, en général, on est remis... il y a une petite terreur qui s'installe vis-à-vis de pas mal de contribuables, mais c'est vrai qu'autrement, ils se sentent légers. Notamment, je le vois, moi, dans l'intervention en fiscalité immobilière, vous avez beaucoup de contribuables qui ne déclarent pas l'ISF, en pensant effectivement qu'en sous-évaluant les biens, ils vont passer un petit peu au travers, ou que justement, bon, pour l'instant, tout ce que je ne déclare pas, si ça passe au travers, j'aurai toujours au moins le gain et je serai couvert justement sur toute l'antériorité, puisque la prescription est limitée en fonction du type d'impôt. Donc c'est vrai que la légèreté... Il y a des prescriptions de 3 ans, 5 ans, on peut rattraper sur ces périodes-là. On est sur 3 plus une année au niveau de tout ce qui est impôt personnel, impôt sur le revenu ou pas. L'ISF, il faut savoir que la loi de finances rectificative de 2012 nous l'a porté à 10 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous omettez de déclarer un bien au titre de l'ISF, on revient sur 10 ans. Et 10 ans, ça veut dire quoi après? Les intérêts de retard, la majoration, et surtout, vous avez le manquement délibéré, c'est-à-dire 40% du montant de l'impôt que vous auriez dû acquitter sur le nombre d'années. Donc ça peut faire très, très lourd. Dans le cas présent, est-ce que vous diriez que le fait de blinder une situation avec un avocat en amont, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, quand on sent qu'on commence à gagner de l'argent, qu'on a un patrimoine qu'on accumule, que notre entreprise fonctionne bien, est-ce que le conseil qu'on peut donner, c'est immédiatement de fixer un cadre avec un avocat pour anticiper ces risques, plutôt que de se retrouver devant le fait accompli avec une addition à payer ou une déclaration devant laquelle on sera un petit peu perdu? Est-ce que dès qu'on sent qu'une situation va changer,
il faut qu'on se rapproche d'un avocat. Disons que j'aurais tendance à vous dire oui, mais en amont, on a quand même l'intervention de l'expert comptable, si c'est au titre professionnel, qui lui est censé effectivement déjà être précurseur au niveau des conseils. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les experts comptables, nous les avocats fiscalistes. Mais après, derrière, c'est vrai qu'au moment même où on décide de faire quelque chose, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai une incidence fiscale sur le choix que je vais faire, qu'il soit personnel ou professionnel ? Ça démontre, je dirais pas forcément un risque, mais ça permet de faire de la prévention et de dire, voilà, je sais où je vais. Voilà, donc la situation fiscale, se dire qu'on va peut-être se retrouver à payer une somme plus importante que l'année précédente. Et c'est un petit peu le cas aussi pour l'impôt sur le revenu. Une question simple avant de continuer sur l'impôt sur le revenu, justement, qui concerne vraiment tous les Français. Enfin, en tout cas, 50% des Français, j'allais dire tous les Français, c'est pas vrai, 50% des Français. Quel est l'écueil principal qu'on va retrouver chez les administrés? Est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut donner par rapport à une situation d'impôt à payer? Déjà, c'est d'abord de retracer la chronologie de ce que le contribuable a fait l'année qui précède au moment où on va faire la déclaration. Faire attention à ce qu'on fait. Parce que tout simplement, des fois, ils vont se contenter, puisque maintenant on est dans la déclaration pré-remplie, donc on va se contenter de lire ce que l'administration fiscale a noté en revenu. En attendant, on a envie presque de dire, s'ils nous disent qu'on a gagné que ça, on se limite à ça. Je dirais, il y a beaucoup de contribuables qui auraient envie de faire ça. Mais après, derrière, ils vont oublier, par exemple. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui va vendre un bien immobilier, qui va effectivement faire une plus-value, qu'elle soit exonérée ou pas, il doit la déclarer. Alors qu'on se dit, si je n'ai pas d'impôt à payer, je n'ai pas à la mentionner. Si on se dit elle est exonérée, ce n'est pas la peine que je la déclare. C'est ça. Or, et alors, il faut la déclarer. Le système français, on est dans un système déclaratif. Ça veut dire qu'il vaut mieux toujours déclarer, voire minorer ou oublier ou se tromper ou faire de manière erronée. Commettre. Mais voilà, c'est un système déclaratif. C'est ça quelque chose qu'il faut retenir sur le système français. Alors, puisque vous parlez de biens immobiliers, je voulais qu'on parle des avoirs à l'étranger et des risques, notamment en termes de fraude fiscale, mais on fera ça juste après. Parlons de cette problématique de la succession qui touche énormément de Français aussi. Succession donc au décès ou d'un proche ou d'un très proche. C'est vrai qu'on peut se retrouver à gérer un capital, à payer des impôts, à recevoir des biens matériels, des biens immobiliers on peut se retrouver aussi à payer des droits de succession, tout un tas de choses qui peuvent être véritablement handicapants, notamment dans le cadre d'un legs d'appartement ou de villa, où là, on va devoir sortir de notre poche une certaine somme d'argent. Vous, ce que vous dites, c'est que ce sont des situations qu'il faut anticiper le plus possible. Alors évidemment, pas la mort du proche, mais quand on le peut, faire des donations. Comment ça s'articule, ça ? En fait, si vous voulez, la succession, effectivement, c'est toujours, on est mis devant le fait accompli au niveau des droits. Je ferai juste une petite parenthèse. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus en avoir peur. L'administration fiscale aujourd'hui est ouverte. Il y a des dispositifs qui permettent des paiements fractionnés ou échelonnés. Il y a des conditions, surtout quand on a un patrimoine qui est non liquide. Mais comme vous le dites, une fois qu'on a déclaré et qu'on s'est manifesté auprès de l'administration fiscale, on peut discuter. Tout à fait. C'est vrai que si on essaye de faire sans eux, ils ont plus tendance à se braquer. Alors c'est vrai qu'on intervient aussi avec le notaire. Le notaire, lui, est mandaté il a son rôle pour aussi, ça. Évidemment. Donc c'est vrai qu'avant même de la signer, c'est juste de vérifier s'il n'y a pas des petits soucis et des incidences même qui peuvent... Certains ont tendance à dire je vais minorer la valeur du bien immobilier parce que comme ça je vais payer un petit peu moins de droits de succession. Et quand en plus on est en indivision sur des biens, c'est vrai qu'on a tendance à le faire. Par contre le problème c'est derrière à la revente, les héritiers se retrouvent en fait avec des plus-values importantes qu'ils ont complètement méconnues au moment de la déclaration parce qu'ils ne voyaient qu'un intérêt immédiat. La seule alternative je crois c'est d'avoir comme résidence principale le bien qu'on vous lègue. Dans ce cas-là, on sera moins imposé sur la plus-value, mais là aussi, il faut faire attention parce que... il y a des appréciations qui sont faites par l'administration fiscale. Exactement, non, mais c'est pour dire qu'il faut faire attention avec ce cadre-là, et c'est peut-être aussi là l'intérêt d'aller toujours regarder la valeur des biens. Je conseillerais de faire des expertises, au moins des estimations, parce que ce sont des expertises, ce sont des actes qui sont internes. Après, la personne qui est héritière dans la succession est libre de le soulever ou de ne pas le soulever. Donc, par rapport à votre question qui était l'anticipation. Donc là où on intervient à plusieurs domaines, c'est qu'aujourd'hui, la peur de pas mal de personnes qui ont du patrimoine, c'est de pouvoir donner et de ne plus avoir la maîtrise en fait, des biens qui sont donnés. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent de donner, d'anticiper, tout en conservant la maîtrise. Il
Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quand même des abattements qui reviennent tous les 15 ans à zéro. 15 ans, c'est quand même long, surtout qu'en général, on commence à transmettre au plus tôt quand on a 45-50 ans, pas avant, ce qui est des fois un tort, puisqu'on peut tout à fait transmettre du patrimoine immobilier en le détenant, par exemple, indirectement par une société civile de famille. Ça vous permet effectivement d'avoir la maîtrise du bien, d'être gérant de cette structure qui n'implique pas de contraintes ni comptables ni fiscales, de protéger la descendance qui est dans le contre plus souvent des cas, les desiderata, les pièces rapportées, les enfants qui se marient avec un conjoint, je dirais une épouse qui est susceptible d'influencer. Et la personne, du coup, a la maîtrise du bien, de le vendre, de le louer, de l'utiliser, de réemployer les fonds si un jour, à terme, à ses 70 ans, elle a besoin d'une maison médicalisée. Il y a tous ces points-là. Donc, il y a une anticipation. Après, on a tendance à oublier, il y a aujourd'hui le dispositif qu'on appelle un petit peu péjorativement la sarcosette. C'est l'article 790 du Code général des impôts qui permet, aujourd'hui, on se limite à un abattement qui n'est donné, c'est-à-dire 100 000 € par parent et par enfant. Mais en plus, si vous donnez en don manuel, en numéraire avec la sarcosette, 790 du Code général des impôts, du coup, vous ne grillez pas votre abattement des 100 000 €. Et ça, c'est par parent et par enfant, ce qui vous permet quand même de donner un patrimoine de minimum. Donc on peut donner un patrimoine et au moment de la succession, on aura, qui viendra se rajouter, les 100 000 € d'exonération, c'est ça? C'est ça, 100 000 par parent et par enfant. Donc si vous êtes un couple et que vous donnez à vos enfants, vous pouvez donner jusqu'à 200 000 €. Et si en plus vous ne donnez pas en pleine propriété, ce que effectivement je déconseille de donner en pleine propriété, vous donnez de la nue propriété. Et plus tôt vous donnez, puisque c'était votre question principale, plus tôt vous donnez, plus tôt vous avez des abattements. Je dirais, vous donnez à 52 ans, vous avez un abattement de 50%. Vous donnez la nue propriété départ, par exemple, une société civile familiale. Indirectement, c'est le bien qui est détenu à l'intérieur de la société. Le jour où vous décédez, l'usufruit des parts s'éteint, quelle que soit la valeur du bien, même si le bien a multiplié ou décuplé sa valeur, en fait, le bien vous appartient et sans droit de succession, si c'est après les 15 ans, bien évidemment. Donation, c'est donc le conseil. Conserver la maîtrise. Il faut conserver, donner, mais voilà. prendre des précautions Alors ça, pour conserver nuance, la maîtrise. voilà, qui est importante parce qu'on a souvent Donner sans donner, en fait. Voilà, c'est donner sans donner. Se protéger autrui aussi, mais tout en gardant une certaine maîtrise. Parce que les familles peuvent se déchirer, s'échanger. Ça permet de garder son appartement ou sa maison, de pouvoir y rester, de pouvoir y vivre et de ne pas être mis dehors, hein, tout simplement. On va changer de sujet pour terminer parce que le temps avance. Un mot sur ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est le retour des évadés fiscaux, on les appelle comme ça, donc les gens qui ont des avoirs à l'étranger. L'administration fiscale fait appel à ces gens-là en leur disant revenez, on sera conciliant. Aujourd'hui, quels sont les risques concrètement? Si on a de l'argent placé en Suisse, on va parler très clairement, hein, c'est l'exemple le plus connu. Est-ce qu'il y a des risques à rapatrier son argent ou est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation un peu plus favorable? Alors, j'aurais tendance à conseiller effectivement de régulariser ou au moins d'anticiper en prenant conseil pour savoir ce que ça peut coûter. Après, derrière, je conseille effectivement de le faire. Pourquoi? Parce que vous citiez la Suisse. Et la Suisse, aujourd'hui, toutes les banques suisses ont l'obligation de déclarer les détenteurs de comptes. Donc, par le biais de cette obligation, parce qu'eux, en fait, risquent énormément. Et cette responsabilité, on le voit dans tous les dossiers même qui ont été régularisés. Les banques suisses demandent une certification comme quoi ils ont bien déclaré leurs avoirs sur le territoire français. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que la Suisse, j'aurais tendance à dire que c'est le pays qui est le plus apeuré d'avoir un contribuable qui n'a pas régularisé ses avoirs à l'étranger. Donc, il faut le faire. Après, il faut savoir que des fois, on a on peut être fraudeur passif parce que c'est un compte couvert par effectivement des ascendants et qui, du coup, on se retrouve avec une succession. Donc, c'est vrai qu'il faut regarder les conséquences. Mais aujourd'hui, à peu près, moi, j'ai fait un petit peu une estimation sur les dossiers régularisés, sur les capitaux qui sont assimilés à avoirs étrangers. Dans le pire des cas, on se retrouve avec pratiquement 35% qui part à l'État. Maximum. Ça veut dire qu'on peut avoir... voilà. Et on a quand même une tranquillité. Si on ne le fait pas, c'est effectivement de la fraude fiscale, donc on débouche sur de la correctionnelle. Mais alors aujourd'hui, voilà, justement, puisque vous parlez de correctionnel, quand on fraude le fisc, il y a de vrais risques. Déjà, de façon des risques pécuniaires et puis des risques aussi de prison. Alors la prison,
c'est vrai que C'est plus c'est rare. plus facilement avec sursis, mais c'est quand même des bon. mentions sur le casier. Et puis après, bon, disons que c'est une image. Mais c'est surtout les lourdes amendes qui sont faites, qui sont appliquées. Oui, parce qu'aujourd'hui, on rigole plus. Hein. Avec c'est ça, vrai. il y a vraiment de... Pour vous donner un exemple, moi, ça fait 25 ans que j'exerce. Et au début, on avait à peu près sur les 15 premières années, si on avait une correctionnelle en fiscal. Là, aujourd'hui, j'en ai pratiquement une par mois. Ouais, ce qui veut dire que... Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, effectivement, de parties civiles au niveau de la Direction générale des impôts et surtout le ministère public qui poursuit. Donc, il y a une vraie traque des Également fraudeurs. au niveau des entreprises qui, avant, déposaient le bilan en disant « mais c'est pas grave, bon, j'ai eu un souci, j'ai un contrôle fiscal, je dépose mon bilan ». Le souci, c'est que maintenant, par le biais du dispositif, le 1745 du Code général des impôts, quand la société est condamnée à payer une certaine somme, elle est poursuivie pour fraude fiscale et derrière, on demande à ce que le dirigeant ou l'associé soit également solidairement responsable. Voilà, donc du coup, c'est vrai que la lutte est pas en anodin. place et aujourd'hui, c'est un Oui. vrai risque qu'on prend C'est ça. de tenter de Après, ça frauder dépend. le fisc. Après, c'est la conscience de chacun qui sera juge. Merci beaucoup, Maître Guilbault, pour toutes ces précisions. Merci à C'est vous. la fin. Vous l'avez compris de ce rendez-vous de Nul n'est censé ignorer la loi, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission consacrée donc à ces conseils juridiques que nous vous donnons. Très bonne fin de journée sur notre antenne. Merci. Avocasure, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.